Merci beaucoup pour ce temps d'échange riche et constructif. Je vous laisse regagner vos places. Marie, vous restez avec nous puisque vous allez animer la prochaine séquence intitulée Gestion responsable et inclusive de son activité. Les territoires sont-ils au même niveau? Et pour débattre et échanger, nous appelons Armelle Schall, responsable RSE du MEDEF Bretagne. Vous pouvez nous rejoindre sur scène, Armelle. Nous appelons également Laurence Hulin, directrice de la diversité et de l'égalité des chances au sein du groupe La Poste. Vous pouvez vous asseoir, bien sûr. Et Sylvain Raymond, directeur général communauté Les Entreprises s'engagent. Prenez place, je vous souhaite une bonne conférence. Merci Annabelle, bonjour à mes trois intervenants que je n'ai pas eu l'occasion de saluer avant puisque nous étions déjà sur scène avec donc trois autres intervenantes. Vous l'avez compris, on vient de parler secteur, on a fait un focus sectoriel. Quelques brides déjà de clés de réussite ont été données concernant l'impact sur les territoires et notamment aussi comment est-ce que les territoires se mobilisent autour de ces différents enjeux. Donc moi, je suis toujours Marie Larsonneau, je suis toujours en charge des partenariats au sein de la FMD, mais je le rappelle, ce qui va nous intéresser donc sur cette table ronde, c'est de se poser la question effectivement des territoires, comment est-ce qu'ils agissent à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et locale. Quand je parle territoire, je parle bien sûr de tous ces acteurs qui, à leur échelle et de par leur structure, vont agir effectivement. Quels sont les moyens aussi qui sont mis à disposition des entreprises, des réseaux professionnels pour mobiliser l'ensemble des parties prenantes sur les territoires? Qu'est-ce que chaque région, ville a apporté? Et puis, quelles sont aussi les initiatives qui méritent d'être essaimées? Donc pour répondre à ces questions, je suis là aussi accompagnée de trois intervenants et intervenantes de choix qui, là aussi, vont nous, de par leur perspective, vont nous donner à voir comment est-ce qu'on agit sur l'ensemble du territoire français au niveau local ou au niveau régional. Donc Armelle Schall, vous êtes responsable RSE au sein du MEDEF Bretagne, Laurence Hulin, directrice de la diversité et de l'égalité des chances au sein du groupe La Poste, et puis Sylvain Raymond, directeur général de la communauté des entreprises s'engagent. Je vais vous poser une question, un peu comme tout à l'heure, savoir finalement dans quel secteur est-ce que vous vous positionnez, quels sont aujourd'hui les enjeux, comment est-ce que votre politique ou votre stratégie se décline au niveau local. Pour commencer, je vais laisser la parole à Laurence Hulin. Bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes. La Poste, alors je pense que vous connaissez un petit peu le groupe La Poste, on est plutôt des logisticiens, aussi bien en France qu'à l'international. On a également des activités bancaires. Et donc, on a une forte activité, on va dire, logistique. On est présent sur tous les territoires. Et quand on parle de RSE, on a forcément un impact au niveau de l'environnement, puisqu'on est la première flotte de véhicules, mais de véhicules électriques également. C'est nous qui avons lancé les véhicules électriques en France avec un appel d'offres de plus de 5000 véhicules il y a fort longtemps. On a des enjeux évidemment sociaux, puisqu'on est l'un des plus gros employeurs en France. On a 230 000 collaborateurs. Et puis, on a des enjeux sociétaux. On est une entreprise à mission. On est une entreprise qui a des missions de service public. Donc, on se doit aussi d'être un petit peu leader sur ces sujets-là et d'embarquer au niveau de donner un petit peu l'exemple au niveau des entreprises. Et au niveau diversité et inclusion, si on fait un peu plus ce focus-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour une entreprise, ça valorise la marque employeur. On a de plus en plus de mal à recruter. Je ne sais pas vous. En tout cas, quand on arrive à recruter, il faut les conserver, ces talents. Donc, on a des politiques qui sont justement mises en place sur ce volet-là. On a aussi des enjeux de dotation extra-financière. On a de plus en plus de sujets sur ce volet-là où... Voilà, moi je passe mon temps à faire du reporting, pas tout mon temps, mais quand même beaucoup. Et quand on dit des choses, on doit les prouver et également sur les territoires. Et puis on a la performance économique, on est quand même une entreprise. Et donc effectivement, ces enjeux aussi viennent nourrir les performances économiques de l'entreprise. Merci Laurence. Alors si tout le monde connaît La Poste, est-ce que tout le monde connaît la communauté des entreprises s'engagent? Sylvain, pouvez-vous nous parler donc de la communauté, mais également de la dynamique dans laquelle elle s'est créée? Oui, très bien, merci de nous accueillir. Alors, les entreprises s'engagent, c'est un des enjeux un peu différents. C'est ce que notre coprésident Thibaut Guilluy appellerait une sorte de joint venture entre l'État, les entreprises et la société civile, et non les acteurs, les réseaux d'entreprises généralistes comme typiquement le MEDEF ou d'autres acteurs partout en France. C'est la première politique publique de l'engagement des entreprises au monde. C'est pas moi qui le dis,
c'est nos conseillers de l'Élysée qui nous suivent. C'est la première fois, en effet, qu'un établissement public est voué à encourager les entreprises à passer le pas de l'engagement ou à les encourager à aller toujours plus loin dans leurs engagements. Et donc, dans un premier temps, c'était très informel, porté par différents ministères du gouvernement. Et puis, à un moment, une certaine ministre du Travail qui s'appelait Elisabeth Borne a souhaité sanctuariser cette politique publique au sein d'un établissement public. C'est un groupement d'intérêt public. Aujourd'hui, les entreprises s'engagent, voilà, dont la vocation est d'accompagner 95 000 entreprises à ce jour à prendre des engagements à travers finalement deux leviers. Un, l'accompagnement personnalisé qui est mené à travers la plateforme lesentreprise-s'engage.gouv.fr. Aujourd'hui, ça couvre tous les champs de la responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises. Il y a 10 axes d'engagement et 70 engagements possibles sur lesquels les entreprises prennent des engagements, sont recontactées par des opérateurs de l'État ou opérateurs d'intérêt général qui vont leur permettre de concrétiser ces engagements. Et puis, il y a la partie qui est le cœur battant de cette communauté, qui sont en effet les territoires, parce que c'est vrai que c'est vraiment à l'échelle des territoires qu'ont lieu ces dynamiques d'innovation sociale, quel que soit le combat ou la dynamique qui se crée. Et donc on a à l'échelle des territoires 101 clubs départementaux qui sont en réalité des coalitions locales, État, entreprises, société civile, animées d'ailleurs par les réseaux d'entreprises en France. On n'a surtout pas voulu créer 101 associations à l'échelle des départements. L'idée, c'était de faire confiance aux réseaux d'entreprises existants qui sont financés par la communauté pour animer ces dynamiques et faire en sorte que, quel que soit le territoire, on puisse s'emparer à la fois de ces thématiques nationales, mais aussi travailler autour de spécificités locales. Voilà, 101 clubs départementaux, et pour certains qui se structurent à l'échelle des bassins d'emploi, parce que notamment l'évolution de Pôle emploi en France Travail a renforcé sa présence dans notre établissement et fait qu'aujourd'hui, les conseillers entreprises, notamment de France Travail, s'emparent de plus en plus de cette logique qui est que derrière chaque recrutement, mais il y a la perspective d'un engagement profond. Donc 101 clubs départementaux, des coalitions déjà présentes sur les territoires. Armelle, est-ce que vous pouvez nous parler effectivement du MEDEF Bretagne, nous présenter à la fois la structure et puis peut-être aussi ces grands axes stratégiques en matière de RSE, de diversité et d'inclusion? Alors volontiers. Il se trouve qu'au niveau du MEDEF Bretagne, alors moi je passe... on va dire l'essentiel de mon temps au MEDEF Bretagne, 4 jours par semaine. Et le dernier jour, je suis en opérationnel terrain, responsable RSE dans une PME à Vitré. Je le dis juste parce que ça me permet d'avoir un petit labo d'expérimentation et puis d'être opérationnel sur le terrain et d'avancer en même temps que les entreprises qui suivent des parcours RSE que l'on accompagne. Alors en fait, au départ, l'idée a été au niveau du MEDEF Bretagne et des MEDEF territoriaux bretons de pouvoir accompagner nos entreprises adhérentes par groupe, par niveau de maturité RSE, avec une approche très pragmatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait finalement embarquer des entreprises à aller plus loin en matière de RSE. On a choisi de faire 3 parcours. Un parcours START, comme son nom l'indique, c'est pour ceux qui démarrent. Un parcours RSE Progression et un parcours RSE Exemplaire. À l'intérieur de ce parcours, des entreprises très variées, du grand groupe à la start-up. Et l'intérêt de faire ensemble des choses en matière de RSE, c'est qu'on est opérationnel, on partage nos expériences, nos essais-erreurs, nos outils. On partage aussi, bien sûr, tous nos sujets que l'on peut transposer aux autres. Et on a bien sûr des référentiels de RSE, comme l'ISO 26000, les objectifs de développement durable. On se mesure avec un diagnostic, on essaie d'avancer avec des feuilles de route. Et sur le sujet de la diversité, ce qui est aussi très intéressant, c'est de savoir que ces parcours que j'anime, on a d'abord eu 40 entreprises sur la session 1. Là, on démarre la session 2 avec 40 autres entreprises. On a aussi un groupe CSRD qu'on accompagne. C'est qu'à chaque fois, on a des partenaires. Donc, on évoquait qu'on ne fait jamais rien tout seul. On a des partenaires qui sont superbes. Et là, puisque le sujet, le thème est vraiment sur, on va dire, l'inclusion, la diversité, tous ces sujets et l'équité, on a choisi des partenaires qui étaient très engagés en matière de RSE et qui sont très engagés en matière de diversité, d'équité, d'inclusion. Ces partenaires sont sur les parcours RSE, EDF et la Banque Populaire Grand Ouest. Alors EDF, je vais donner juste en indication
Déjà, ce n'est pas EDF national, c'est EDF, on est breton. Donc, c'est EDF à l'échelle de la Bretagne, c'est une grosse ETI, ça fait à peu près 500 collaborateurs. La BPGO, donc Pays de Nantes, Bretagne, c'est à peu près 500, 600 collaborateurs. Donc, on reste quand même dans un champ accessible et un champ de territoire. Et globalement, je vais citer 2 actions très fortes en matière d'inclusion sur les territoires qui nous ont donné envie aussi de travailler avec EDF et la BPGO pour accompagner ces entreprises à aller plus loin dans leur démarche RSE de manière plus structurée et plus probante. Alors, première action, c'est l'action d'EDF. En fait, EDF a décidé d'avoir une action très, très inclusive en mobilisant quelques 40 personnes pour 40 collaborateurs EDF pour aider des personnes qui sont en situation de grande précarité à ne pas être coupées de l'électricité. Donc, ils font du cousu humain pour aider ces personnes à avoir des contrats aidés, à avoir dans le maximum de leurs possibilités. BPGO, de façon parallèle, fait la même chose en aidant des personnes très éloignées de l'emploi, qui ont retrouvé par exemple un emploi avec France Travail ou avec une mission locale, qui n'ont pas d'argent pour s'acheter un véhicule pour aller travailler. La BPGO, alors qu'ils sont souvent privés, ils sont souvent en situation bancaire très difficile, la BPGO ouvre pour eux un crédit spécifique, longue durée, petit taux, pour leur permettre d'acheter un véhicule pour se rendre à leur travail. Voilà, c'est 2 actions qui sont très fortes et qui nous invitent aussi à aller plus loin sur ces sujets-là. Si je parle un petit peu au nom du MEDEF, du coup, excusez-moi, je suis un petit peu bavarde, mais au nom du MEDEF, eh bien, nous, on a du MEDEF Bretagne et en particulier du MEDEF Ille-et-Vilaine. Ne dites pas tout maintenant. Ah, vous êtes en train d'anticiper mes questions. Ok, très je bien. Me permets de vous interrompre et j'y reviendrai juste après. Vous avez commencé à en parler. Il y a cette idée de proximité ici en étant sur le territoire. Vous l'avez dit, un jour que vous dédiez par semaine pour aller justement être plus proche du terrain. Là où la table ronde précédente, on parlait de l'importance aussi, l'enjeu de la diffusion. Comment est-ce qu'on s'assure aussi que les programmes que l'on met en place, les organisations, les entreprises se les approprient. Et moi, ce qui va m'intéresser là, et la question, ce sera peut-être d'abord pour Laurence. J'imagine, et je le sais, au sein de la Poste, il y a donc tout un réseau. Ce matin, on en a aussi beaucoup parlé, de l'importance des réseaux de collaborateurs, de collaboratrices, des réseaux de correspondants ou d'ambassadeurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un groupe aussi grand que la Poste, qui va irriguer des centaines de milliers de collaborateurs, eh bien, on anime ce réseau d'ambassadeurs? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'à l'échelle régionale et locale, eh bien, on s'empare de ces enjeux de RSE, de diversité et d'inclusion? Et surtout, comment on fait qu'on arrive à réussir à toucher tout le monde. En fait, la problématique, je vous le dresse rapidement, on a à peu près 17 000 points de contact, donc 17 000 endroits où on a des postiers. On a 20 000 managers, 5 000 collaborateurs, RH. Donc, résultat, comment est-ce qu'on fait pour irriguer? Et on a à peu près 80% de nos collaborateurs qui sont, on va dire, des employés, donc qui n'ont pas forcément d'adresse mail. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on se doute bien de la force effectivement du réseau. Donc on a aujourd'hui, nos 5000 collaborateurs de la filière RH, on a des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est diversité et inclusion. Donc on a à peu près une 150 personnes qui sont nos correspondants. Alors c'est des DRH ou c'est des responsables qualité de vie au travail. Donc ça va être notre clé d'entrée. Donc on va pouvoir les animer. Alors quand on dit les animer, c'est qu'on a une ligne directrice, on a des accords sociaux qui sont négociés avec des engagements de la part de la Poste par rapport à des actions à mettre en place. Et donc, on va justement animer, on va donner, on va faire finalement des espèces de kit clés en main au territoire pour pouvoir déployer nos actions. Donc ça, c'est ce qui est fait pour être sûr que la politique irrigue bien à tous les niveaux. Et après, en fait, on a des réseaux plutôt informels. Donc, on a un réseau qui s'appelle le réseau Parité, qui va justement être uniquement axé sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la parité au sein des différents établissements. Et là, on est vraiment sur des gens totalement informels. Donc, on n'est pas sur la filière RH. On a fait exprès de prendre quelque chose d'à côté. Mais on est plutôt sur des gens qui sont convaincus par le sujet. Donc, on a un réseau donc Parité. On est en train de monter, on a monté un réseau neuroatypie par des gens aussi qui sont soit concernés eux-mêmes par la neuroatypie, soit qui ont des enfants ou des gens dans leur famille ou des managers de personnes qui sont neuroatypiques. Voilà, donc on essaye de monter différents types de réseaux, pas forcément de rester au niveau en silo, parce que c'est pas non plus très intéressant. Il faut faire plutôt venir
des personnes d'autres horizons. Et derrière, donc, on va essayer de voir quel type d'indicateurs on peut mettre en place. Donc on a des indicateurs qui sont des indicateurs nationaux et on a des indicateurs qui se diffusent jusqu'à la maille locale pour voir par exemple le nombre de travailleurs en situation de handicap, le nombre d'aidants familiaux, où voilà, où on va réussir à identifier finalement les territoires qui sont les plus appétants, on va dire ça, sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, et ceux qu'on a besoin d'animer un peu plus. Et après, on a quand même un constat, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent sur l'engagement du manager et du directeur, et puis la situation personnelle de la personne. Si vous avez une personne qui a un enfant en situation de handicap, cette personne va mener des actions sur ce sujet-là. Si vous avez une personne qui est aidant familial, elle va plutôt aller sur ces sujets-là également. Voilà, donc ça va aussi dépendre de l'appétence de la personne sur le territoire. Oui, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Tu as commencé à en parler des appétences des territoires, savoir s'ils avancent à la même vitesse ou non. Je voudrais juste revenir un instant sur les outils aussi qui existent au sein du groupe La Poste pour que ce réseau il soit animé. On a parlé donc de salariés qui n'ont peut-être pas une adresse mail. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour faire en sorte que ce soit des sujets pris en main par la majorité, on va dire, des salariés? L'outil de base, en fait, c'est l'affiche. Alors, ça vous paraît peut-être lunaire parce que vous êtes peut-être dans des bureaux tertiaires, etc. Nous, on a encore une fois 17 000 sites. On a des bureaux agents seuls. Donc, il y a des gens qui sont tout seuls dans leur bureau de poste. Et en fait, on a un système qui est un A4, tout bête, en noir et blanc. Et donc, c'est un système qui existe depuis, entre guillemets, la nuit des temps à la Poste. On a été fondé en 15e siècle. Donc, voilà. Alors, ça n'existait pas encore. Et donc, on met ce petit infopost qui va donner l'info primordiale avec 2-3 idées clés. Typiquement, le dernier que moi, j'ai pu faire, c'était pour la négociation de l'accord aidant. Donc, c'était de dire, voilà, la Poste a négocié un accord aidant. Si vous êtes aidant familial, eh ben, voilà un numéro de téléphone, c'est un guichet, et voilà ce qu'on a négocié. Donc, c'était 4-5 points très factuels pour toucher tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a également un magazine qu'on adresse tous les trimestres à tous les postiers, donc par la Poste. Je vous engage à faire la même chose. Et voilà, on donne toutes les informations RH, de business, d'évolution au sein de l'entreprise. Donc on donne aussi cette information via ce canal-là à tous nos collaborateurs. Oui, je crois tout à l'heure, ce matin, Colas, Pascal nous parlait aussi de l'intranet, donc c'est un peu l'équivalent de l'affichage papier. Bien sûr, voilà. Mais quand on a 80% des gens qui n'ont pas forcément accès, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Enfin, on l'utilise bien sûr, on a tous les outils après, les newsletters, des choses comme ça. Mais voilà, ça va plus être pour toucher les RH ou les managers. Mais si on veut vraiment toucher tout le monde, on est obligé de passer par ces outils-là. En tout cas, une grande collaboration avec le service communication du groupe La Poste. Sylvain, pour les entreprises s'engagent, je crois aussi qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui à mes dispositions, des clubs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quels outils et comment est-ce que vous faites à la fois donc je vais prendre un anglicisme, mais du top-down, comment est-ce que vous faites descendre la stratégie, puis aussi comment est-ce que vous faites remonter les actions locales? C'est un peu la même problématique, si ce n'est que là, nous, on vise finalement de lutter contre le non-recours pour les entreprises de France. Je disais que c'était une politique publique. Nous, on est un opérateur de l'État. Et notre enjeu, c'est de faire en sorte que 100% des entreprises en France s'emparent de cette politique publique dont ils ont le droit. L'enjeu, du coup, est un peu le même. C'est-à-dire que globalement, il y a cette idée qu'on puisse faire avancer le sujet en France, parce qu'il s'avère qu'il y a très peu de gens qui savent que la France est un pays, un champion du monde de l'engagement des entreprises. On est dans un pays où l'entreprise contribue massivement au modèle social français. On est dans un pays, vous avez parlé d'entreprise à mission, on a une loi Pacte qui consacre et qui concède à l'entreprise un rôle très particulier, une mission sociale, sociétale, environnementale. On a des dispositifs qui sont uniques au monde. Si je vous parle de mécénat d'entreprise, de tout le secteur des entreprises d'insertion, l'IAE, etc. Mais on est dans un pays où peu de dirigeants savent qu'en effet, c'est une terre très fertile pour ça. Donc nous, notre enjeu, et c'est pour ça que l'établissement public a été créé, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un maximum d'entre eux s'emparent de ces dispositifs qui vont sur le champ social porté par un acteur qui est beaucoup plus puissant que nous, qui s'appelle France Travail, ou sur le champ environnemental par l'ADEME, BPI, les CCI, CMA ou d'autres. Et donc comment on fait? On a une
en effet une stratégie d'animation communautaire. Donc ces clubs, déjà on essaie de faire en sorte qu'ils aient, en termes de gouvernance, une personnalité représentative de ces mondes-là qu'on essaie de réconcilier. Un dirigeant d'entreprise engagé, petite, moyenne ou grande entreprise à l'échelle du territoire, qui est connu pour cette capacité à fédérer, qui est d'ailleurs très souvent dans les réseaux d'entreprises, au MEDEF ou ailleurs. Et puis un représentant de l'État, de plus en plus de préfets, délégués du préfet ou directeurs de ce qu'on appelle les DETS, qui globalement sont les services déconcentrés du ministère du Travail et de l'Économie. Et puis, encore une fois, essayer de faire en sorte que ces réseaux puissent y jouer une part avec des animateurs que sont le MEDEF, la CPME, le CJD, les entreprises pour la cité, la Fondation FACE. Il y a une trentaine d'acteurs qui animent ces clubs. Donc nous, on va essayer de leur donner les moyens à travers finalement 2 types d'outils. Tout ce qui est lié à cette plateforme gouvernementale où ils vont retrouver l'ensemble des kits, que ce soit des logiques de campagne d'affichage, des repères qu'on peut leur donner en termes de traitement des thématiques et comment les traiter, selon qu'on soit sur des formats de dialogue, de réflexion ou des formats de passage à l'action. Il y a près de 2000 opérations qui ont lieu sur les territoires en France chaque année. Et puis bien sûr, exactement ce qui est évoqué, c'est comment on fait remonter ces expérimentations locales, où là on va s'inspirer de ce qui se passe à l'échelle des territoires. On pourra y revenir tout à l'heure, mais on a plein d'exemples d'opérations qui sont nées à l'échelle du Puy-de-Dôme, des Hauts-de-France ou Loire-Atlantique, et qui ont directement, et c'est le propre d'une politique publique et d'un établissement public, qui ont complètement intégré le catalogue d'accompagnement de France Travail, de l'ADEME et d'autres acteurs. Et donc pour ça, c'est cette dynamique qui consiste à nous animer un club de leaders, un club de référents de l'État, un club d'animateurs, avec vraiment le fait qu'il y a un encadrement très précis avec des outils vraiment dédiés pour chacun. Puis il y a quand même un effet levier avec des grandes campagnes nationales. C'est l'établissement qui donne ces orientations. Là, en l'occurrence, c'est cette campagne que vous avez peut-être aperçue qui s'appelle « Plus qu'une entreprise, je dirige une entreprise engagée ». On va se servir de grands dirigeants d'entreprises emblématiques. Alors là, c'est Corinne de Bilbao, notamment la présidente France de Microsoft, Thierry Marx, Elisabeth Moreno, Thierry Mallet, Transdev et d'autres, qui portent ces messages avec cette ambition, qui est une logique d'identification à ces grands dirigeants d'entreprise. Effectivement, les campagnes de communication, on a souvent entendu parler des grandes dates marronniers, qui sont aussi une manière de rappeler quand l'organisation s'engage sur un ou plusieurs sujets, et effectivement de montrer aussi les visages des personnes qui portent haut et fort ces sujets-là. Au sein du MEDEF Bretagne, Armelle, comment est-ce que ça s'anime ? Je sais qu'il y a 4 MEDEF locaux au sein même du MEDEF Bretagne. Comment est-ce que vous animez ce collectif de clubs ou de réseaux ? Quels sont les outils, les méthodes, les process pour animer une collectivité à l'échelle du territoire ? Alors, je vais rebondir sur les entreprises s'engagent. Déjà au niveau du MEDEF 35, il y a une responsable RH et inclusion qui est là depuis 16 ans à peu près, qui prend son rôle très à cœur et qui anime avec sa collaboratrice le club des entreprises qui s'engagent. Il se trouve que le président du MEDEF 35, qui s'appelle Éric Chaland-Belval, il est lui-même un dirigeant engagé, puisqu'il est président de la Feuille d'Érable, qui est donc une entreprise sociale et solidaire, et qui non seulement va travailler sur le recyclage du papier, mais qui va aussi employer donc des collaborateurs qui ont soit un handicap visible ou invisible, ou qui ont été éloignés de l'emploi. Donc il est vraiment déjà lui-même très congruent par rapport à ce sujet donc à porter donc dans les entreprises qui s'engagent. Donc là, il y a effectivement vraiment cette démarche d'animation avec des entreprises qui sont adhérentes du MEDEF ou pas. Et il y a toute une série d'événements qui ponctuent justement l'envie de s'engager, l'envie de partager. Et il y a également d'autres, on va dire. Alors il y a également, je dirais un petit peu en cerise sur le gâteau, il y a le trophée des entreprises inclusives que l'on mène donc là au niveau du MEDEF 35 une fois par an,
Et c'est un très beau trophée que j'ai eu l'occasion de voir l'année dernière. Il y a souvent un parrain ou une marraine qui porte un handicap fort et qui peut être un sportif, par exemple, hein, qui a eu un handicap. Donc cette année, c'était tout particulier, en plus avec les JO. Voilà, c'était vraiment le cas d'un grand sportif qui faisait du triathlon et qui donc souffrait d'une maladie dégénérative et qui était là, en très fort parrain. Et là, en l'occurrence, c'est super parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui ont accueilli chez elles des personnes en situation de handicap visible ou invisible. Et il y a tous ces témoignages. C'est très fort en émotion et ça donne envie à d'autres entreprises de le faire. Ça, c'est un des exemples. Il y a dans d'autres sujets d'inclusion également des outils qui sont bien rodés, des événements, je dirais vraiment, c'est des événements qui entraînent et qui donnent envie. Alors, il y a un fort engagement, il y a 2 grands niveaux d'engagement et qui sont portés aussi par les autres MEDEF territoriaux. C'est engagement au niveau des jeunes et engagement au niveau des réfugiés. Alors, si je parle au niveau des jeunes, il y a vraiment, c'est assez, on va dire, structuré volontairement. Il y a déjà une opération qui invite les jeunes à aller en entreprise. Donc, c'est l'école en entreprise. Ça dure 2 jours. Et il y a des jeunes qui viennent visiter des entreprises, mais qui viennent pas en groupe. C'est chacun dans une entreprise. Il découvre, il fait un rapport d'étonnement. Il a le droit de poser toutes les questions qu'il veut aux personnes qui l'encadrent. Et finalement, ça désacralise l'entreprise. Ça donne envie, ça fait germer des métiers, voilà, et ça fait germer des connexions. Donc ça, c'est une première opération qui est récurrente tous les ans et qui se vit sur les 4 MEDEF. Il y a une autre opération qui va au-dessus, c'est pour les alternants. Et là, en l'occurrence, on a eu tout récemment les pépites de l'alternance. 86 entreprises, c'est une initiative qui est née dans les Hauts-de-France et puis qui est passée par les Pays de la Loire, qui est allée jusqu'en Bretagne, qui est allée sur la Bourgogne de mémoire. Et en l'occurrence, au niveau de la Bretagne, on a eu 86 entreprises, je crois qu'on a eu le palmarès, 86 entreprises qui ont répondu oui pour dire « Ok, j'accueille en fait des alternants ». Et là, on est vraiment dans une logique où on travaille l'alternance. C'est-à-dire comme il y a des trophées de l'alternance avec ces pépites, les pépites de l'alternance, on a vraiment un jury. Donc là, dans la démarche, c'est, je disais, 86 candidatures en fait. Il y a 15 partenaires qui ont adhéré au principe. Il y a 36 membres du jury. Et donc, on a un classement avec le contexte de l'alternance, le parrain, la visite des différents métiers. Et en fait, l'accompagnement, le tutorat, enfin, tous ces sujets-là sont abordés. Et je donne un exemple d'une entreprise en particulier qui était un peu en campagne, qui a rénové une sorte de ferme pour accueillir ses alternants. Je trouve ça fabuleux. Voilà, ce sont 2 exemples comme ça qui donnent aussi envie. Voilà pour ce 2e sujet, Pépite. Et on est en réflexion, en partenariat avec une très belle initiative qui s'appelle NQT, notre quartier a du talent. Et ça, je trouve que c'est une très très belle initiative. Donc c'est là où on voit que le collectif peut vraiment faire sens, qu'on a rencontré récemment. Et cette association donc, qui est nationale, hein, donc il y a 85 000 jeunes diplômés qui sont concernés. Il y a 4 500 mentors actifs. Voilà, il y a plus de 1000 partenaires. Donc l'idée, c'est de la décliner sur la Bretagne. Et là, en l'occurrence, ce sujet, il est superbe parce qu'il vise à aider des jeunes qui sont diplômés, mais qui n'ont pas de réseau, qui sortent des quartiers, on va dire, un peu en difficulté, qui n'ont pas eu des parents forcément qui les ont aidés à avoir des stages et du réseau. Donc c'est vraiment, là, c'est du mentorat de personne à personne, c'est de l'intuitu personné, et ça fonctionne très bien. Donc ça peut être aussi une piste supplémentaire, vous voyez, pour avancer sur ce sujet-là. Je terminerai avec juste la partie donc des réfugiés, où là, vraiment, il y a toute une démarche qui est mise en place avec beaucoup d'acteurs locaux. Ça a démarré avec donc les Syriens, les Afghans, les Guinéens, ça se poursuit avec les Ukrainiens. Et là, il y a vraiment un dispositif très très pointu, y compris en allant chercher des interprètes russes qui parlent l'ukrainien. Merci Armelle. Donc si je comprends bien, il y a aussi une certaine marge de manœuvre qui est laissée à chaque MEDEF local de pouvoir mener les actions qui permettront de répondre à des problématiques ciblées. Là, vous le dites, l'accueil des réfugiés par exemple. Vous avez cité aussi quelques exemples de collaboration avec des acteurs soit locaux, soit nationaux, mais qui permettent là aussi de s'inspirer de ce qui a pu se faire sur d'autres territoires. On mentionnait NQT, on les connaît bien, ils étaient partenaires de la série depuis déjà de nombreuses années et présents au Forum des associations il y a 2 ans.
J'ai une question qui s'adresse peut-être là plutôt à Sylvain. Nous indiquer aussi quelles sont les marges de manœuvre pour tous les correspondants au niveau des clubs. Je sais qu'il y a une sorte de ligne directrice, vous l'avez mentionné, la plateforme, le nombre d'engagements. Qu'est-ce qui est laissé à la liberté des acteurs en local, et qu'est-ce que vous avez comme belle expérience à nous raconter? Mais on est en train d'essayer de suivre une stratégie qui consiste au départ, un établissement public, ça a toujours cette vision de se dire, voilà, c'est très top-down et globalement, on suit des directives. Finalement, dès le départ, quand même, on s'est rendu compte qu'il y avait, encore une fois, pas mieux qu'un écosystème local bien défini, une thématique qui est pour l'écosystème une fragilité bien identifiée, parce que tous les acteurs on porte le même diagnostic et globalement une capacité très rapide à pouvoir s'organiser pour y répondre. Et donc nous, aujourd'hui, ce que j'évoquais, la plateforme, les orientations qu'on donne à travers les différentes typologies d'animation communautaire, réunions qu'on peut avoir avec ce triptyque d'animation, finalement, c'est un cadre qui est posé, mais en aucun cas, on va dire il faut traiter absolument cette thématique. Bon, je disais qu'il y en avait 70, c'est assez dense. Non, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte de traiter les thématiques qui sont les plus importantes à l'échelle de l'écosystème. Et donc là, nous, on fixe un cadre derrière, libre au triptyque local de s'emparer ou non d'une thématique, d'essayer d'aller en explorer une autre aussi également. Et en effet, ça fait de très belles histoires. Typiquement, si je prends le champ de l'inclusion, il y a un jour un président de fédé d'athlétisme dans les Hauts-de-France qui rencontre un patron d'entreprise qui est leader du club Les Entreprises s'engagent. Ils se disent, typiquement, on est passé sur le champ du recrutement, de l'ère de la sélection des candidats, la séduction des candidats. Il faut trouver d'autres manières de recruter. Et en effet, on évoque le sujet du mentorat. Ils inventent le stade vers l'emploi. Le stade vers l'emploi, c'est un dispositif qui permet à des demandeurs d'emploi et des recruteurs de se rencontrer le matin de manière complètement anonyme sur un terrain de rugby, de foot, de ping-pong, de karaté, ce que vous voulez. Le midi, il y a une levée de l'anonymat et l'après-midi, ça se transforme en job dating. En fait, on s'est rendu compte que la plupart des recruteurs ont déjà trouvé leurs ressources le matin même sur les terrains de foot, de rugby, etc. etc. Donc ça, c'est le stade vers l'emploi. Ça peut paraître anecdotique, c'est un dispositif comme ça qui est né vraiment sur l'imagination des leaders des clubs. En réalité, aujourd'hui, on est à plus de 1000 stades vers l'emploi par an et ça a complètement intégré les nouvelles pratiques de recrutement du aller vers de l'opérateur qui est France Travail. Dans le Puy-de-Dôme, un jour, on s'est rendu dans le Puy-de-Dôme, alors avec un peu de retard parce que les trains là-bas arrivent souvent en retard. Et on assistait à la fin d'une opération qui s'appelait Recrute ton boss. Typiquement, dans la philosophie de cette logique qui consiste à aller vers, à se dire que les CV, maintenant, ils n'arrivent plus sur le bureau du DRH et qu'il faut aller chercher les candidats. Mais en fait, il y a un dirigeant d'entreprise qui s'appelle Thierry Valnet, qui est très impliqué dans le Puy-de-Dôme et qui a simplement inversé complètement la pratique, qui est que c'est des dirigeants d'entreprises qui pitchent leur entreprise à des demandeurs d'emploi. Le demandeur d'emploi laisse son CV s'il le souhaite ou pas, et derrière, il y a cette possibilité de le recontacter. Tout ça pour dire que, en fait, c'est dans l'imaginaire de ces entrepreneurs qui confrontent finalement leurs approches avec les approches assez classiques des opérateurs de l'État ou du public qu'on a finalement les meilleurs dispositifs qui s'inventent à l'échelle des territoires. Et là, je prends que l'exemple du recruter autrement, recruter inclusif, mais ça donne à voir sur ce qui naît à l'échelle des territoires, qui a cette capacité de passer à l'échelle en moins de 6 mois, parce que quand on a des taux de sortie positifs pour les deux dispositifs que j'évoque, à plus de 70% à l'emploi, il s'avère que ça intéresse quand même beaucoup nos décideurs publics. Effectivement, et puis vous l'avez dit, il y a vraiment le fait de s'appuyer aussi sur des acteurs locaux qui savent identifier les priorités, qui savent se mettre en marche rapidement, qui savent aussi décliner sur d'autres territoires. Donc je me souviens d'un travail fait avec les dettes vraiment assez fort, et qui vous veillez également à ce que ce soit dans le cadre bien de la feuille de route qui est fixée par le club. Vous voulez ajouter un mot? Oui, c'est très important. C'est quand nous on n'a pas on valide pas ou on n'invalide pas la feuille de route qui a été
choisi par le club. C'est réellement le résultat d'une réflexion locale qui est portée entre les leaders, les référents, les animateurs et puis leurs membres. Nous, ce qu'on essaie de faire simplement, c'est d'essayer de s'assurer qu'on a bien un sujet qui correspond d'un côté soit à une politique publique prioritaire, mais alors il s'avère qu'aujourd'hui tout le devient, donc c'est pratique, et qui peut matcher avec l'idée même d'une envie de l'entreprise de pouvoir exprimer une responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Tout ce qui sort de notre spectre aujourd'hui, c'est le champ business. On ne vient pas aux entreprises s'engagent pour faire du business, bien que, en fait, quand des entreprises s'engagent ensemble, souvent, ça crée des avantages concurrentiels, ne serait-ce que vis-à-vis de la commande publique, etc. Mais je passe. Et globalement, par ailleurs, autre point essentiel, c'est que ça soit en effet mesurable et que ça puisse demain préfigurer une politique publique qui puisse infuser à l'échelle des autres territoires, d'essayer de juger de la réplicabilité de ce qui est porté. Voilà, c'est les deux seuls critères, mais bien sûr que c'est le territoire qui construit sa feuille de route, et nous on s'appuie dessus pour faire remonter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Effectivement, vous parlez là d'un enjeu qui est donc la capacité aussi à mesurer ses résultats. Laurence, pour la Poste, je sais que vous vous appuyez énormément sur les directions régionales du groupe pour justement pouvoir déployer les actions, les faire descendre, mais également les faire remonter. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont ces acteurs peuvent aussi contractualiser au niveau local, voire ultra-local, avec les acteurs du territoire? Effectivement, on a des unités, donc dans chaque région, on a des patrons, donc soit pour le courrier et le colis, soit pour la banque, soit pour les bureaux de poste. Donc ils gèrent généralement entre 5 et 10 000 personnes sur le territoire. Donc c'est un petit territoire, c'est une petite région, mais voilà. Donc c'est quand même des patrons. Et donc ils ont une obligation qui est de se dire, OK, vous avez le socle, entre guillemets, légal, qui est la politique insufflée par l'entreprise. Mais après, vous avez le droit d'aller contractualiser sur quelque chose de très, très local. Donc, dans ces patrons, on a des élus locaux. Donc, on a des gens, par exemple, qui sont élus dans certaines villes. Et j'ai en tête une personne qui est élue à la mairie de Dijon et qui est en charge de l'égalité professionnelle et hommes-femmes à la mairie de Dijon. Donc, forcément, ça va être quelqu'un, pour moi, qui va être un relais, un très fort relais sur son territoire et sur toute sa région, pour justement mettre en place des politiques sur l'égalité professionnelle. Donc il va y avoir une espèce d'appétence et d'exemplarité sur ce territoire-là qui vont me permettre, moi, de donner aussi des bons exemples aux autres. Donc ça, c'est des cas qui peuvent arriver. On a des patrons qui vont, un petit peu comme vous le dites, sur du territoire, aller contractualiser avec l'université ou la grande école à côté sur, pareil, des thématiques soit égalité pro, soit handicap. Et puis après, on a des petits partenariats que nous, on va négocier au niveau, par exemple, national, et qu'on va aller insuffler au niveau local, un petit peu comme nos quartiers ont du talent. On a un partenariat, par exemple, avec Arpège, qui est une association qui promeut donc des collégiens qui sont en situation de handicap, et donc qui promeut auprès des entreprises comment est-ce qu'on peut intégrer des personnes en situation de handicap, et comment est-ce qu'on montre aux enfants et aux collégiens qui sont en situation de handicap les métiers que la Poste pourrait demain leur offrir. Donc c'est un partenariat qui est vraiment gagnant-gagnant. Donc nous, on organise ça, on signe ça au niveau national, et on l'organise au niveau local pour justement faire en sorte que cette politique-là infuse. Donc il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut mettre en place. Et puis on a également, alors je ne sais pas si je en parle maintenant ou pas, mais on a également des partenariats avec Keops, donc c'est des Cap Emploi. Voilà, donc pareil, on a des signatures qui sont généralement, on a une signature qui est nationale, et on embarque tous les territoires. Donc on essaye vraiment de faire en sorte que tous les sujets soient adressés soit au niveau local, soit au niveau régional ou national. Merci Laurence. Armelle, pour on a eu quelques exemples là, effectivement, de programmes qui étaient plutôt tournés sur les enjeux sociaux et sociétaux, plutôt autour de la diversité et l'inclusion. Est-ce que vous avez un exemple, alors soit dans le cadre du parcours Start RSE qui a été lancé donc il y a déjà 1 an, donc vous avez un petit peu de recul, mais sur les enjeux plutôt environnementaux, des avancées à l'échelle du MEDEF Bretagne ou à l'échelle d'un département? Alors, déjà, une chose importante pour être en lien avec ce qui a été dit préalablement, on essaye tant sur la partie sociale, sociétale, que sur la partie environnementale, dans une logique de territoire, d'aller au-delà des, comme on dit, KPIs, des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, c'est très bien, ça mesure
finalement l'amélioration continue, le suivi donc de ces indicateurs. On essaie d'aller plus loin dans une logique de coopération et donc d'impact sur le territoire, que ce soit sur des axes socio-sociétaux ou que ce soit sur des axes environnementaux. Et au passage, dans cette logique-là, mais aller plus loin, ça veut dire qu'à plusieurs, on essaye de trouver quelles sont les conséquences de ces niveaux qui progressent par rapport aux effets, on va dire, bénéfiques pour le territoire, les externalités positives, pour parler un peu jargon RSE. Voilà, ça c'est déjà au niveau global. Sinon, au niveau des territoires, sur ce qui peut se passer en matière environnementale, on va dire que déjà sur le territoire de Vitré, juste au passage, il y a un certain nombre d'acteurs, MEDEF et hors MEDEF. Il se trouve que j'en fais partie au titre d'EVEMA, qui est l'entreprise dans laquelle je travaille. On s'est mis à 14 autour d'une association qui s'appelle Éveil. Moi, je suis venue la rejoindre. Ce n'est pas moi qui suis à l'initiative de ça, mais je suis venue la rejoindre. Et là, à 14 entreprises, on essaie de regarder localement comment on peut agir au niveau environnemental avec la collectivité territoriale qui est très active sur des sujets, par exemple, d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique, de partage des énergies, de, en fait, boucle de chaleur, si je puis dire, la restitution de certains en vapeur d'eau, comment est-ce qu'elle peut servir à d'autres pour, par exemple, chauffer des bâtiments. On est dans ces logiques-là. Et là, pour l'instant, et puis EDF nous aide aussi à travailler sur ces sujets-là. Donc voilà, ça c'est un exemple sur l'aspect environnemental et comment ensemble aussi, on peut arriver à faire du covoiturage parce que toutes ces entreprises, elles sont situées vraiment dans la grande route des eaux, sensiblement à côté. Donc voilà, il y a aussi un deuxième sujet qui est le covoiturage, qui n'est pas si facile, mais on essaye d'avancer dessus. Oui, tout à l'heure, on parlait effectivement de l'empreinte carbone qui est souvent liée plutôt à la mobilité des collaborateurs, des collaboratrices, plus qu'à l'usage des produits ou la production énergétique en soi. Une question peut-être là pour Laurence, sur des programmes qui ont pu être pensés, sans doute dans la déclinaison des accords qui ont été signés par le groupe La Poste et qui aujourd'hui sont déclinés en local et sont essaimés entre les différents territoires. Alors effectivement, il y a le KEOPS dont je vous parlais tout à l'heure, donc un petit peu en avance de phase. Sinon, on a également des programmes, on a mis en place des trophées en interne pour tout ce qui touche à la diversité et inclusion. Donc le but, c'était de se dire, voilà, donc ça s'appelle des trophées tous performants, tous différents. C'était de se dire, on a certainement dans les territoires des choses qui sont faites dont on n'a pas connaissance. Parce que encore une fois, quand vous avez 230 000 collaborateurs, il y a plein de choses qui se font et en fait, vous ne le savez pas. Donc comment est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher un petit peu les pépites sur ces territoires-là et les faire remonter. Et en fait, donc on a eu l'idée, donc ça fait maintenant 7-8 ans, de mettre en place ces trophées sur ces deux catégories-là. Et donc on a en moyenne entre 30 et 40 dossiers qui sont remontés, alors c'est tous les 18 mois généralement, et ça nous permet vraiment de voir un petit peu ce qui est fait sur ce qui est fait sur les territoires et comment est-ce qu'on peut derrière mettre en place éventuellement le généraliser. Je vous donne un exemple. Il y a un an, on a récompensé un trophée qui était de se dire on avait un facteur qui avait dans ses clients des personnes qui étaient sourdes et malentendantes, et qui étaient des personnes qui signaient, donc qui connaissaient la langue des signes. Il y avait un vrai sujet, parce qu'en fait, il n'arrivait pas à interagir avec elles. Donc, en fait, il a pris sur lui de se former à la langue des signes. Il a été monter des petites capsules vidéo pour ses collègues, pour qu'eux-mêmes puissent aussi apprendre alors, les quelques mots basiques. On était sur une quinzaine de mots basiques de la langue des signes. Et donc, nous, on l'a récompensé sur ça. Et en fait, on a été primé par la GFIP, sur un grand prix national. Et on a réussi, grâce à ça, à étendre ce dispositif-là à tous les facteurs de France aujourd'hui. Donc, résultat d'une toute petite initiative en local qui était connue de personne, on a réussi à l'identifier et on a réussi justement en faire entre guillemets une clé de succès, mais surtout de réussir à répondre à un besoin client que nous, on n'avait pas identifié, alors qu'on aurait peut-être dû. Voilà, donc il y a vraiment ce genre de choses-là qui peuvent être remontées, par exemple, sur donc des territoires. Merci Laurence. Tu as commencé à en parler tout à l'heure des éventuels décalages ou différences qu'il peut y avoir entre les différents territoires. Déjà,
est-ce qu'effectivement, on sait aujourd'hui dire qu'il y a ces décalages? Je ne suis pas certaine qu'il existe des choses qui permettent de mesurer réellement d'un territoire à l'autre si on avance au même niveau. Mais sinon, à quoi ça pourrait être dû? Tu nous as parlé tout à l'heure des différences peut-être d'appétence et d'appropriation de ces sujets entre les différents territoires. Est-ce que tu as des exemples ou peut-être des outils de mesure justement qui permettent d'affirmer ça? Alors, on a effectivement des outils de mesure puisqu'on a énormément d'indicateurs. Donc, énormément. On a beaucoup d'indicateurs. Rien que sur le volet égalité professionnelle, j'en ai plus de 150. Madame Reporting, tu disais tout à l'heure. J'en peux plus, entre guillemets, mais parce que c'est notre métier. Avec la CSRD, ça va être encore pire. Enfin, voilà. Mais en même temps, on a besoin d'indicateurs pour piloter. Donc oui, on a des indicateurs qui descendent jusqu'à la maille chez moi établissement. Donc c'est-à-dire que j'ai des indicateurs sur à peu près 650 établissements fois 150 que sur l'égalité pro, plus le handicap, plus l'âge, plus... Enfin voilà. Donc vous imaginez un peu ma joie tous les jours au bureau. Donc on a ces indicateurs-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est... j'ai oublié ta question. Les décalages entre les différents territoires. Voilà. Et le décalage effectivement sur les territoires, c'est qu'on se rend compte qu'encore une fois, il y a des établissements qui ont de l'appétence et donc qui vont aller recruter des personnes en situation de handicap et qui ont aussi un écosystème qui permet de le faire, parce que à côté de ça, si vous avez des entreprises, des ESAT ou des écoles qui également sont dans ce territoire-là et qui vont former par exemple les personnes en situation de handicap, et ben on va pouvoir en recruter. Donc on a des territoires aujourd'hui qui sont assez variés. Alors, je vais être chauvin, et ça tombe bien parce que je vais être solidaire de ma voisine. Moi, je suis bretonne, et en Bretagne, quand même, comme en Alsace et en Lorraine, quand on a des politiques nationales, elles sont très, très bien déclinées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la Poste, on a un sujet, par exemple, sur l'absentéisme. Les meilleures pratiques de lutte contre l'absentéisme et les meilleurs résultats donc de présentéisme, c'est en Bretagne et c'est en Alsace, enfin plutôt l'est de la France. Là où ça marche moins bien, c'est un territoire que je ne nommerai pas pour ne pas le stigmatiser, mais voilà, c'est plutôt dans le sud. Voilà. Plus au sud que la Bretagne et la Lorraine. Plus au sud que la Bretagne et que la Lorraine. Voilà, donc on a effectivement des territoires qui sont un petit peu plus compliqués à embarquer. Alors ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire juste que il y a moins de suivi d'indicateurs, il y a moins de possibilités, entre guillemets, d'avoir des remontées aussi d'informations, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément dans les us et coutumes. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à être confrontés à ce genre de choses. Non, effectivement, je te rejoins là-dessus. Il y a probablement aussi des temps d'appropriation qui ne vont pas être les mêmes, des choses peut-être qui ont plus vocation à être de l'ordre de l'informel et qui ne vont pas être remontées. Tu le disais aussi, les personnes qui sont tes ambassadeurs ou correspondants sont souvent des personnes avec des multiples casquettes. Donc on peut assez aisément comprendre qu'il va y avoir un incitant qui va être plutôt de l'ordre personnel. Et on a un problème aussi. On a aussi un sujet, mais je pense que toutes les entreprises sont pareilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je m'occupe de diversité et inclusion, je fais partie de la DRH du groupe. Mais dans la DRH du groupe, il y a la formation, il y a l'emploi, il y a la GPEC, il y a la paye, il y a tout ce qu'on veut. Et finalement, sur le territoire, ça va toujours retomber sur la même personne. Donc si on n'arrive pas aussi à se concerter au niveau du groupe pour dire, voilà, on va demander telle et telle chose à cette personne-là à l'instant T, et qu'on n'arrive pas tous avec nos demandes, parce que c'est ce qui se passe concrètement, voilà, on est un peu dans cet effet d'entonnoir, et c'est toujours la même personne qui va devoir répondre à ce besoin-là. Donc c'est vrai qu'on a cette problématique-là. Et l'autre problématique, c'est que je n'ai pas de lien hiérarchique, je n'ai qu'un lien de fonctionnel. Donc si la personne a d'autres objectifs, et la plupart du temps elle a d'autres objectifs à honorer, je ne vais pas forcément passer en priorité. Exactement, d'autres objectifs, j'allais dire d'autres priorités. Sylvain, pour les entreprises s'engagent, est-ce que vous avez aujourd'hui du recul sur différents territoires? Je sais qu'a priori, vous avez commencé à en parler, des territoires vont plus facilement aller sur certains sujets que d'autres. Est-ce que vous avez là des exemples? Oui, nous, c'est plutôt au-delà d'une volonté ou pas d'y aller. Alors déjà, le sujet de l'alliance territoriale entre ces différents acteurs que beaucoup veulent encore opposer à l'échelle d'une société, entre l'État, la puissance publique, les entreprises, les associations, tout ce beau monde, on a très clairement aujourd'hui politiquement des territoires qui entretiennent ces divisions. Donc c'est beaucoup plus compliqué quand les puissances politiques en place ne sont pas réceptifs à ce type d'initiative et qu'elles ont même tendance à entretenir les oppositions. Bon, ça je mets ça de côté. Après, c'est plutôt une logique de niveau de maturité.
C'est-à-dire que la science des alliances, elle est évidente sur les territoires, paradoxalement, qui globalement en a le plus besoin, là où les fragilités sont les plus importantes. Je pense notamment, typiquement dans les Hauts-de-France, à tout notre territoire du Pas-de-Calais. Là, ça fait depuis quasiment le départ que les entreprises s'engagent et structurées sous la forme de bassins d'emploi, où des opérations ont lieu directement à l'échelle des bassins d'emploi. Et on va travailler sur certains territoires le sujet des violences faites aux femmes, par exemple, dans l'entreprise et en dehors. Sur d'autres territoires, on est très très avancé sur le sujet actuellement, par exemple, des expérimentations de réinsertion des allocataires du RSA dans le cadre également de l'accompagnement dont ils bénéficient aujourd'hui. Et sur le même territoire, typiquement, j'évoquais tout à l'heure le Stade vers l'emploi, c'est là qu'est né le fameux Stade vers l'emploi. Donc ça donne un exemple très précis d'un territoire où c'était très hétérogène, mais qui s'est complètement emparé de la philosophie. Et c'est plutôt ici, là, pour moi, un enjeu de est-ce qu'on est prêt à cette dynamique de l'alliance territoriale entre ces différents types d'acteurs. Bien sûr, deuxième point, ça dépend du tissu économique. Il y a des endroits où on le voit dans certains départements, on n'a pas la même composition de typologie d'entreprise. On a les réseaux classiques qui sont peut-être moins institués qu'ailleurs. Ben là, ça met beaucoup plus de temps, parce qu'il y a un temps de la reconstitution de ces logiques de coalition entre les entreprises elles-mêmes. Ça, c'est un vrai enjeu, de pouvoir s'appuyer sur des opérateurs, France Service notamment, BPI, donc je parlais de France Travail tout à l'heure, qui vont nous permettre de recréer cette cohésion entre les différents d'une même économie. Voilà, donc ça part de là. Puis ce qui est très lié à ce qui a été dit, c'est qu'en fait on se rend compte que et ça rejoint l'idée des oppositions, c'est que c'est quand même beaucoup une question de personnes derrière les structures. On a des territoires où même au niveau des réseaux d'entreprises, on a cette envie d'aller ensemble. Et puis parfois, il y a les clivages de la concurrence qui sont plus forts que l'envie de faire ensemble et d'aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi. Nous, la difficulté aujourd'hui, les entreprises s'engagent, c'est qu'on se présente comme une bannière, un commun, et qu'en fait, on se rend compte que c'est difficile de trouver sa place quand on veut être un commun. Parce que derrière, il y a quand même toujours une logique de structure, qu'elle soit publique, privée, d'une entreprise ou d'une structure d'intérêt général d'ailleurs, qui essaie de faire en sorte de pouvoir exister à travers une bannière. Et ça, c'est ce sur quoi il faut qu'on arrive à lutter au quotidien. Merci Sylvain. Une question pour Armelle. Alors, on ne l'a pas forcément évoqué ensemble, donc je m'excuse d'avance, mais on a parlé jusqu'à présent donc, de plutôt l'échange au niveau du territoire breton, mais je sais que ce que permet le MEDEF, c'est aussi que les MET, les fameux MEDEF territoriaux, échangent aussi entre eux. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous échangez avec vos homologues, finalement, dans les autres territoires, vous voyez des avancées chez certains que vous ne pouvez peut-être pas avoir en Bretagne ou vice-versa? Laurence mettait fortement en avant le territoire breton qui est cher à son cœur, mais je ne sais pas si vous avez cette occasion aussi de vous comparer, de vous benchmarker entre guillemets entre territoires. Alors en fait, en l'occurrence, on regarde bien sûr avec curiosité ce qui est fait, sans se comparer, se noter. Mais je trouve que ce qui est très intéressant, et moi je l'ai vu, je suis relativement récente dans la structure MEDEF, donc on va dire j'ai un pied dans la RSE depuis longtemps, mais dans le MEDEF j'ai du coup un œil un petit peu neuf, ce qui m'a permis d'aller voir au départ, de faire une sorte d'audit de ce qui se faisait, des pratiques qui se faisaient sur les territoires du MEDEF. J'ai vu par exemple dans le MEDEF Pays de la Loire qu'il y avait vraiment l'approche RSE prise sous l'angle de la transition énergétique. Là, ça a été pris en verticalité, à fond, de manière assez experte. Et donc, c'est plutôt un sujet qui a été pris dans sa verticalité. Et puis, dans d'autres MEDEF, j'ai pu voir qu'il y avait vraiment une impulsion très forte sur la RSE Quesaco. Voilà, en fait, le souffle de départ, on va l'insuffler avec des cafés, avec des interviews, avec des podcasts. Et là, c'est là où je trouve que c'est aussi très chouette, c'est que les MEDEF, moi je me rends compte de ça, laissent une part, il y a un socle, si vous voulez, dans lequel vous pouvez puiser. Voilà, c'est exemple, les entreprises s'engagent. Et puis, il y a une part de créativité, il y a une part de partage, il y a une part d'histoire des partenaires qui fait que vous pouvez apporter votre propre pierre à l'édifice
Et plus qu'une notion de comparaison, il y a vraiment une notion d'inspiration réciproque, j'ai envie de dire ça. Et je trouve que c'est très agréable, moi qui ai un œil donc un peu neuf, de 2 ans à peu près. Mais voilà, globalement, quand j'ai débarqué, je ne m'attendais pas à ça, si vous voulez. Et je trouve que c'est très instructif, c'est inspirant. Voilà, aussi simplement. Merci Armelle, et j'imagine qu'effectivement c'est quelque chose qu'on retrouve dans la philosophie de la communauté des entreprises s'engagent. Est-ce que vous voulez en dire un mot, Sylvain, avant qu'on passe aux bonnes pratiques et puis aux questions du public? Non, très rapidement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la construction de l'offre de valeur qu'on peut avoir vis-à-vis des territoires ou même des dirigeants d'entreprises qui ont des niveaux de maturité très différents, l'objectif c'était de se dire c'est quoi les besoins de ces patrons au niveau local. Donc il y a en effet ceux à qui on va juste faire de la sensibilisation, de la vulgarisation de ce qui existe. Si je tire le fil du recruter autrement, avant les entreprises s'engagent, sur le recruter autrement, on parlait aux dirigeants de PMSMP, de POI, de PEC, d'AFPR, etc., etc. Et on avait des dirigeants d'entreprise, je me souviens, premier déplacement dans les Ardennes, à la fin, ils étaient repartis, ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Parce que, encore une fois, c'est des mondes qui s'opposent beaucoup, notamment dans le langage. Donc notre enjeu, c'est simplement de se dire, typiquement, la PMSMP, c'est l'immersion professionnelle. Tu peux accueillir un ou 2 collaborateurs, tester, et leur permettre d'aller plus loin. Là, il y a la formation avec la POI et PEC, et ça adresse le parcours d'une entreprise qui tend la main à quelqu'un qui a envie de pouvoir l'accompagner avant de le recruter. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est un enjeu de sensibilisation. Il y a ceux qui sont très en avance et à qui on doit permettre d'être des backbones, d'être des expérimentateurs dans cette dynamique. Et eux, c'est ceux qui inventent les opérations à l'échelle des territoires. On a un leader dans la Haute-Loire, on parlait des champs de transition écologique, qui est en train avec France Travail, mais avec l'ADEME, avec des acteurs locaux, dont l'INRA et compagnie, qui est en train de travailler à l'attractivité des métiers de l'agriculture, par exemple, et à cette idée de la transmission de l'exploitation agricole. C'est né dans la Haute-Loire, c'est lié au leader, à son écosystème, et donc là, on est vraiment dans une logique d'expérimentation qui va remonter, et donc là, c'est fait pour les plus avancés. Puis il y a ceux qui, globalement, se disent « c'est bon ». Moi, je suis déjà engagé sur toute la ligne, souvent des grandes entreprises qui ont cette culture-là et qu'on va mettre en responsabilité, notamment à travers du témoignage. Et ça rejoint la campagne de communication que j'évoquais tout à l'heure, où en effet, Philippe Val, des personnalités engagées comme Thierry Marx ou Elisabeth Moreno, sont, eux, plutôt dans une logique d'évangélisation et de faire en sorte que d'autres nous rejoignent. C'est super. Je vais conclure avec quelques exemples de programmes qui marchent bien, notamment sur certains territoires. Peut-être que ça vous donnera des idées, soit d'acteurs à aller adresser, soit de thématiques ou d'approches. Je vous donne aussi l'opportunité d'échanger avec nos intervenantes. Donc, dans quelques instants, on fera passer des micros. Si vous avez des questions, on sera ravis de les prendre. On a commencé à en parler donc de Recrute ton boss, qui je crois est donc une initiative clairement de recrutement inversé, qui est née dans le Puy-de-Dôme. Vous avez parlé de stade vers l'emploi, plutôt dans les Hauts-de-France. Je crois aussi savoir que dans les Yvelines, il y a Patron dans ma ville. Des initiatives également dans le territoire des Bouches-du-Rhône, avec peut-être un exemple de collaboration, je crois, avec l'Académie Aix-Marseille. Sylvain, est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Oui, alors peut-être je suis pas trop dans ma ville parce que c'est symboliquement extrêmement fort. C'est la première fois que cette opération a lieu. C'est en effet les Yvelines et qui a parmi ses leaders un certain Damba Yatera. Damba Yatera, c'est quelqu'un qui a repris son entreprise quand il a entendu ces 2 dirigeants dire, alors qu'il est juste agent de sécurité à l'époque, qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Et lui dit non, je veux reprendre l'entreprise, je sais que je peux y arriver. Il reprend l'entreprise et même pas 3 ans après, c'est 1500 collaborateurs et que des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Il est en train d'ouvrir aux États-Unis parce que c'était dans son mindset un rêve ultime. Et typiquement, ce jour-là, c'était à Sartrouville. On s'était retrouvés autour de Demba Yatera sur cette opération qui s'appelle Patron dans ma ville, qui consiste à faire venir dans les quartiers des dirigeants d'entreprise, donc on avait et qui ont d'une certaine manière, qui parlent à ces jeunes. Donc il y avait le CEO de Carrefour qui est quand même pas méconnu. Il y avait le président de Gameloft chez GNI qui s'appelle Stéphane Roussel. Il y avait Demba, il y avait des dirigeants locaux. Et donc, on engage l'échange avec ces jeunes.
le matin même, il y avait eu le décès d'un certain Naël. C'était le matin même, et l'après-midi, on avait ces jeunes qui étaient repartis avec des étoiles dans les yeux, mais au-delà de ça, des opportunités extrêmement concrètes, justement d'immersion, de mentorat et d'accompagnement de ces dirigeants d'entreprise. C'est un peu ça l'esprit, et en effet, c'est un peu la même chose du côté des Bouches-du-Rhône, qui bénéficie en plus d'un contexte particulier qui est le cas de Marseille en grand, où là, on va tester plus spécifiquement tous les dispositifs du plan Jeune Solution qu'on va essayer d'amener un peu plus loin, y compris d'ailleurs avec les acteurs académiques. Merci. Je vais rester sur ma thématique territoire. Vous l'avez compris. Je crois aussi, Laurence, tu as des exemples au niveau du Tarn-et-Garonne ou peut-être aussi en Bretagne d'actions qui ont fonctionné et qui sont en phase d'être répliquées. Oui, alors déjà pour que ça marche, il faut que le patron soit engagé, il faut que ça ait du sens. Donc c'est peut-être évident, mais c'est bien de le dire aussi. Donc oui, deux actions. On a des actions, nous, dans le Tarn-et-Garonne, sur tout ce qui est sobriété énergétique, puisque, vous l'aurez compris, hein, on a des bâtiments, on a aussi des véhicules. Donc voilà, sur la RSE, il y a ce sujet-là qui tient vraiment à cœur à la Poste. Et puis sur l'embauche d'alternants, on s'est engagé à recruter 4000 alternants donc, au niveau national. Et derrière, il faut que ce soit décliné au niveau local. Donc derrière, c'est-à-dire qu'il y a des partenariats aussi qui se passent avec les territoires pour justement qu'on puisse aller recruter ces alternants en territoire. Donc c'est très très important, encore une fois, tout ce qui se passe au niveau local, parce que si on peut très bien signer des chartes au niveau national, si derrière on n'a pas l'engagement de nos territoires, en fait il ne se passera pas grand-chose. Peut-être Armelle aussi, un exemple très 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 local. J'avais en tête le programme Agir, je crois, qui est piloté au niveau du MEDEF 35. Est-ce que vous avez quelques résultats? Je vous invite à prendre le micro si c'est possible. Le programme Agir, alors c'est pas moi qui le porte, c'est vraiment mon homologue donc mon homologue du MEDEF 35. Donc j'aurais du mal à donner vraiment des éléments, sauf à dire que c'est depuis 2024, j'ai quelques notes heureusement, depuis 2024 en fait ça a été mis en place au niveau du MEDEF 35. Et en fait, c'est Sabrina, donc mon homologue, qui agit directement auprès d'un groupe de femmes. Et c'est mené porté par Coalia, parce que je sais que c'est porté par Coalia. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, je sais juste qu'elle est hyper impliquée dans ce programme-là et qu'elle le déploie. Mais je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Je vous remercie, Armelle, c'est très bien. Y a-t-il des questions dans la salle? Je vais faire la même blague tous les ans. Je vois des centaines de mains qui se lèvent. Il va falloir choisir. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est dommage. Mais je peux en inventer d'autres si besoin. Non, pas de questions. Très bien. Ce que je vous propose, c'est parce qu'on a un petit peu d'avance, puisqu'il n'y a pas de questions avant la séquence qui s'enchaînera donc à 16h15, peut-être qu'on marquera une petite pause, histoire de s'aérer. Je vais peut-être simplement conclure en invitant effectivement toutes les organisations qui sont présentes et les professionnels dans la salle, mais aussi en ligne, à poursuivre cette volonté de multiplier les initiatives en local, mais surtout de les faire connaître. Ça rejoint beaucoup des enjeux dont on a parlé aujourd'hui, qui est l'effort aussi de communication, des nombreux programmes qu'on a évoqués et qui mériteraient probablement d'être essaimés et encore une fois qui sont peut-être méconnus. Donc encore une fois aussi trouver les moyens de valoriser ces programmes, mais aussi de valoriser probablement les gens qui les portent. Je vous ai entendu, vous nous parlez d'appétence, de personnalité, d'enjeux qui sont aujourd'hui tenus par des individus. Si ces individus sont amenés à quitter l'organisation ou le territoire, elles peuvent mourir avec ces départs. Donc chercher à valoriser ces profils. Multiplier les approches. Alors on a beaucoup parlé d'inclusion, d'insertion. On a essayé aussi de raccrocher les wagons avec les enjeux plus environnementaux, mais en tout cas multiplier ces approches-là et multiplier ces méthodes avec à chaque fois un dénominateur commun qui est l'implication de toutes les parties prenantes. Essayer d'embarquer un maximum d'acteurs divers et variés dans la démarche. Et puis, je retiendrai ça aussi, un principe de subsidiarité, faire confiance aux acteurs qui, sur les territoires, ont la capacité aussi à agir à leur échelle, en essayant peut-être aussi d'accepter de ne pas avoir des remontées d'infos ou des indicateurs qui nous permettent effectivement de mesurer l'impact réel, mais néanmoins de savoir que ça existe et que c'est en bonne voie. C'est probablement ce qui importe le plus. Merci beaucoup à vous trois pour vos prises de parole. Je vous remercie.